Au bout d'une piste poussiéreuse bordée par la forêt, Gorée, petite localité de 20 000 personnes. Nous sommes à seulement une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec la RCA et ces dernières semaines, c'est l'un des points d'entrée des retournés tchadiens avec Djamena où ils arrivent par avion et Sido également dans le sud du Tchad. À Gorée, c'est dans le centre de santé où près de 3 000 personnes se sont réfugiées, en majorité des femmes et des enfants. Dans la cour, à l'ombre des quelques arbres, mais le plus souvent sans aucun abri, c'est là que ces naufragés se sont installés. Quelques valises que certains ont pu emporter, des nattes, des couvertures qui leur ont été distribuées, rien pour témoigner de toute la vie qu'ils ont dû laisser derrière eux. Restent les souvenirs, encore douloureux. Je m'appelle Anour Omar Abdelkerim, président du comité des retournés tchadiens à Gorée. Bon, on est arrivé depuis le 26. Qu'est-ce qui vous avait poussé à fuir la Centrafrique? Ce qui nous a amené à fuir la Centrafrique, d'abord, je parle du lieu où nous avons quitté, c'était la région de Luampende, plus précisément la ville de Pawa. Bon, là-bas à Pawa, nous n'avons pas les anti-balaka, mais sinon nous avons la force FOMAC qui supervisait la sécurité des populations. On vivait à l'harmonie avec la population centrafricaine. Mais arrivé à un certain moment, les Séléka ont été désarmés par les Camerounais, par les SEMAC, les éléments de la FOMAC camerounais. Bon, ils ont fait l'amalgame entre les Séléka et les musulmans qui occupaient la ville. Ce qui a fait que ils ont fait monter un scénario pour désarmer aussi, fouiller nos boutiques, nos maisons. Donc, ce qui a fait que les gens maintenant se sont accourus vers nous pour nous détruire, pour dévaliser nos biens. Nous nous sentons dans l'insécurité. Parmi nous, qui sont ligotés, d'autres qui sont abattus froidement devant et publiquement. Et c'est ça qui a fait que vraiment on ne peut pas rester dans cette zone où il y a la sécurité et que même les forces qui sont amenées à nous secourir c'est ceux qui ont ouvert la porte pour nous faire vraiment du mal. C'est la raison pour laquelle nous avons quitté. Et de temps en temps, comme Pawa est un peu éloigné à la ville de Bozoum, Bozoum est occupé et entouré par les anti-balaka. On écoute souvent des échos que les anti-balaka vont faire leur descente sur Pawa. C'est ça aussi qui a fait motiver notre départ de Pawa pour arriver ici. Nous avons fait appelé aux autorités de l'Ogon oriental, surtout de la Néapende, pour venir à notre rescousse. Et effectivement, le préfet, le sous-préfet et le gouverneur leur a donné l'ordre d'aller nous ramener. Et c'est ça pourquoi nous sommes ici. Vous viviez depuis combien de temps en Centrafrique? Bon, c'est depuis l'année 1980 que je suis en Centrafrique. Et là, vous avez tout laissé, tout perdu. Vraiment. Vous aviez un commerce? Oui, je suis commerçant. Bon, maintenant je suis venu seulement avec ma literie et avec seulement mon dragé, j'ai abandonné tous mes commerces là-bas. Et vous n'envisagez pas de repartir dans l'immédiat? Non. Pour le moment, jamais. Je vous le dis à présent que mes enfants qui sont nés là-bas sont déracinés en telle sorte qu'ils ne maîtrisent pas ni la culture de la Centrafrique, ni la culture du Tchad. Alors c'est pourquoi c'est une occasion. Des fois, le malheur fait bon. C'est pourquoi on est revenu pour tout bon, pour vraiment s'installer ici et apprendre à nos enfants à vivre dans la culture du Tchad. Moi, je suis originaire de la région de Salamat. Et là, vous pensez pouvoir retourner? Vous avez de la famille dans le Salamat qui peut éventuellement vous accueillir? Bon, vous savez, il y a de cela 33 ans que je suis absent. Je n'ai pas encore cette motivation de m'y rendre là-bas. Je vais seulement, le jour où j'ai quitté la région de la Centrafrique, je vais seulement entrer, même si c'est dans un micro-millimètre kilomètre du Tchad, je vais m'installer. Et Gorée, c'est l'endroit où je peux m'installer, comme c'est le Tchad. Elle s'appelle Ashta Kolingar. Elle est partie à Pawa, ça fait 14 ans. Et puis, vu l'insécurité qui se passe là-bas, elle est déjà de retour avec sa famille. Et elle dit, bon, depuis leur arrivée, elle remercie UNICEF d'avoir lui donné de l'eau, les médicaments et la consultation, ainsi de suite, la vaccination. Mais ce qu'elle demande encore, il faut que les enfants partent à l'école. Bon, elle dit qu'à manger et à boire, ils ont suffisamment, et même les soins sont bien. Mais le problème est le problème d'abri. Comme il fait froid et ils sont sans abri. C'est vrai, ils ont partagé des couvertures, mais comme elles sont au nombre de 10 dans le ménage, et ils ont reçu seulement 2 couvertures. Et cela est très insuffisant et ils demandent si on peut encore augmenter les dotations en couverture
Ce sentiment de précarité et de dénuement est aussi exprimé par Aboubakar Yaya Mahamad, qui était en classe de seconde à Pawa quand son monde s'est effondré. À ma part, je suis venu à Sul. Mes parents sont encore derrière. Depuis il y a 2 semaines que moi je suis là, je n'ai pas eu une bonne milieu d'endroits où je vais faire la nuit. Là où je suis là, mais il nous a distribué les moustiquaires, couvertures, savon, tout et tout, mais c'est insuffisant. Ici, pour le problème de nourriture, le gouvernement tchadien nous a aidés avec du riz, mais malheureusement la quantité est insuffisante. Par une personne, il y a 5 kilos de riz, il y a de cela environ de 2 semaines qu'il nous a distribué ça. Bon, c'est insuffisant. Même on a tout déjà fini depuis que nous sommes là avec faim. D'autres ont allé dans le quartier pour avoir du travail, mais il ne nous prend pas au travail pour avoir quelque chose pour nous faire vivre quand même. Et au-delà de l'urgence, vous pensez que vous allez retourner en Centrafrique? Non. Parce que les chrétiens centrafricains n'ont pas de bonne tête pour nous encore faire accueillir parce qu'ils nous maltraitaient souvent. Donc nous ne pouvons pas encore retourner là-bas. Si lui peut plus ou moins se prendre en charge, ce n'est pas le cas de tous ces enfants qui se retrouvent dans le centre, sans famille. Jules Loingamay, consultant pour l'UNICEF. Ce sont les enfants non accompagnés. Ils sont arrivés dans la population sans un tuteur. Donc ils sont au nombre de 31. Elles sont en majorité des filles. Ils sont tout petits, il y a vraiment des très petits. Hein. Et du coup, qui est-ce qui s'en occupe là? Bon, pour le moment, on les a enregistrés pour pouvoir s'occuper de qu'est-ce que nous pouvons faire. Est-ce qu'il faut les accompagner? On va les accompagner du côté psychosocial. On doit établir leur lien familial pour qu'ils puissent retrouver leur famille d'origine. On doit faire de notre mieux aussi pour pouvoir qu'ils puissent retrouver leur environnement de vie normal, pour qu'ils ne soient pas dépaysés. Il s'appelle Zahawa Tahir. Pour moi, c'est comme une mère couveuse. Si elle peut m'expliquer justement comment elle fait pour les rassurer aussi. Les enfants, il y a des orphelins de père et de mère. Il y a d'autres qui sont orphelins seulement de père, d'autres sont orphelins de mère. D'autres, par contre, leurs parents ont effectué un voyage et que pendant le voyage, ils ne trouvent pas l'occasion de venir retrouver leurs enfants. Donc c'est elle qui s'en occupe de ces enfants. Mais réellement parlant, elle en souffre. Parce qu'il y a suffisamment de nourriture dans les dépôts, mais cette distribution est inégale pour s'en occuper de ces enfants-là. Et puis même, ils sont plus nombreux que ça. D'autres qui sont partis à la recherche de fagots pour venir revendre afin de trouver les 25 les 50 francs pour se prendre en charge leur subsistance, quoi. Elle a suffisamment de problèmes. Mais sinon, des fois, elle partage les enfants là dans les petits foyers, même s'il n'y a pas de couverture. Avec les voiles, elle se couvre les enfants. Et des fois, quand on prépare à côté, comme vous voyez la solidarité, c'est grâce à cette solidarité que les enfants là sont pris en charge. Mais ils attendent beaucoup afin vraiment que ces enfants là puissent régénérer un jour. اسمي داود حبيب نايم جاي كان عندك مكان تربية سبونا جاي قاعد راقدين عندك مكان تربية عندك. Ils disent qu'ils dorment, même le sol, à ciel ouvert, parmi les gens, c'est là-bas ils dorment. Il a laissé ses parents derrière lui, comment il a fui? باتي وقاعدين كتلهم Il dit que certains son parents sont morts, mais comme il a vu la société, il a vu la famille fuir, mais il a fui avec eux. Bon, il dit qu'il vit avec sa tante paternelle. Il dit que ses parents sont morts. Il dit qu'il va retrouver les parents maternels et paternels. Dès qu'ils se retrouvent, bon, il va vivre avec eux. En quelques jours, le personnel médical du centre de Gorée a dû s'adapter. Une permanence est assurée jour et nuit. Samuel Guerenda, médecin, supervise une dizaine de personnes. Leur mission, gérer l'urgence. C'est les cas de paludisme confirmés, suivis des infections respiratoires aiguës. Oui, parce que là, les gens dorment dehors. Il fait quand même très froid la nuit. Oui, les conditions sont vraiment médiocres, surtout à l'air libre comme ça. Au moment où il fait encore très froid, franchement, il y a certains petits enfants qui ne supportent pas.
Et là, je vous rassure que la nuit, si vous traînez un peu dans la cour du centre ici, c'est tout le monde qui tousse. Même les adultes, les enfants, c'est tout le monde. Et donc, franchement, c'est un peu sérieux. Il y a une seule femme qui a fait une complication postpartum, mais on a envoyé ça au niveau du district, donc la femme est partie faire arrêt cardiaque là-bas. Moi, c'est mademoiselle Pemoka Pafrine. On fait la consultation prénatale. Et combien il y a de femmes enceintes ici que vous avez à surveiller? Bon, du date de 2 au 14, hier, on a enregistré 90 femmes qu'elles sont enceintes, qui sont venues se présenter au centre de santé. Dans ceux 90, il y a 55 femmes venant de Pawa, des retournées. Et puis les 35 femmes, c'est des femmes de Gorée Centre. Bon, il y a eu des accouchements, mais en cas d'accouchement, on les réfère au niveau des districts. Iksa Mamat, jeune femme de 20 ans, est enceinte de 8 mois. Vraiment, c'est très difficile, dans des conditions très difficiles. Heureusement que pour elle, quand elle est arrivée ici, les sages-femmes et puis le médecin lui a donné des médicaments. On lui a aussi administré des injections. On lui a donné 30 comprimés, ce qui est maintenant, elle est un peu soulagée. Bon, pour le moment, elle a son mari encore n'est pas encore revenu. Ils n'ont pas de véhicule pour venir. Il a fait le bagage, mais pour prendre un camion venir là, c'est ça qui leur a manqué. Elle disait même si aujourd'hui il trouve un camion, elle va venir. Même son frère, le même père, même mère a été abattu froidement et puis publiquement. Donc elle n'a pas encore l'envie de rentrer. Et même pour son mari, chaque fois elle l'appelle pour qu'il vienne. Même si les bagages, il n'a qu'à abandonner le bagage pour venir se sauver. Évidemment, le site n'est absolument pas adapté pour accueillir autant de monde. 3 douches seulement, autant de latrines, alors qu'il en faudrait une centaine. La préoccupation essentielle, c'est l'hygiène et le manque d'accès à l'eau potable. Jules Loingamay s'occupe de cet aspect eau, hygiène, assainissement. La première mission d'évaluation qui était arrivée nous a fait comprendre comme quoi l'eau est distribuée, mais n'est pas traitée. Et donc du coup, nous, quand nous sommes descendus sur le terrain, nous nous sommes attelés à pouvoir s'occuper d'abord du traitement de l'eau, même si la quantité n'y est pas. Et donc moi particulièrement, j'ai eu à travailler avec les techniciens du château, du réseau d'adduction d'eau potable de la ville, pour pouvoir traiter l'eau. Et d'ailleurs, voilà, c'est l'appareil que j'ai en main s'appelle le pool tester qui me permet de déterminer le taux de chlore résiduel normal qu'il faut dans l'eau de consommation pour éviter, pour au moins minimiser le risque de transmission de maladies d'origine hydrique. Ouais, parce qu'avec tout ce monde-là, si une épidémie se déclare, ça peut aller très très vite. Ça va être vraiment une catastrophe. Et donc, nous avons un château qui a un volume de 150 mètres cubes. Pour une population, nous en sommes à 24 000 quelques. Et donc, du coup, le ratio quantité eau population nous donne 6 litres d'eau par personne et par jour. Ce qui est en dessous de la norme sphère qui dit qu'il faut au moins 7,5 litres à 15 par personne et par jour. Parce que c'est le réseau de la ville qui alimente aussi ce camp. Malheureusement, la pompe qui alimente maintenant le château n'a qu'un débit de 15 mètres cubes par heure. Donc si vous faites un petit calcul, il faut 10 heures de pompage pour que le château soit rempli. Et l'eau qu'on pompe dans le réseau est consommée en direct. On devrait normalement fermer la vanne de distribution, attendre que le château soit rempli. 30 minutes après, le temps qu'il faut aller au chlore pour désinfecter totalement l'eau, avant la mise à la consommation de l'explosion. Mais s'il faut fermer 10 heures, attendre, primer la population pendant 10 heures, les conséquences seront graves. Est-ce qu'on ne peut pas envisager des forages rapidement? La première solution, l'immédiate, il faut plutôt remplacer la pompe immergée qui alimente avec une autre qui a un débit de 40 mètres cubes. Et là, en 5 heures, 4 heures, si c'est 40 mètres cubes en 4 heures, le château est rempli. Et le traitement sera conséquent. Très attendu, une distribution de sucre est organisée. Moi, c'est Najajim Boniface, agent secouriste de Croix-Rouge de Gorée. Et donc là, vous avez du sucre que vous allez distribuer aux retournés? Effectivement, c'est du sucre que nous sommes en train de distribuer aux retournés de RCA. Et comment ça se passe? Bon, nous distribuons selon chaque personne bénéficiaire aussi de chaque part. Donc ça équivaut par rapport au kilo et ça a été bien passé. Il n'y a pas de bousculade, les gens ça se passe dans l'ordre. Nous prenons d'abord des reçus et puis les reçus passent directement par l'appel. Et quand il y a l'appel, il n'y a pas de discussion.
Nous, on a débuté avec des couvertures, des moustiquaires, beaucoup de choses. Donc maintenant, nous sommes en phase de distribution du sucre. Et comment justement la population locale réagit face à cet afflux de personnes? C'est facile pour eux? Non, pour la population, il n'y a pas de problème, on les a bien accueillis. La Croix-Rouge veille, il y a une permanence de Croix-Rouge qui est là avec les autorités, les militaires, donc la sécurité d'abord en première position avec l'aide humanitaire, il n'y a pas de difficulté. Mahamat Saleh Mangayoum assure le recensement des nouveaux venus, car si à Bangui la situation s'est relativement apaisée, les Tchadiens continuent de fuir la RCA. Et jusqu'à là, j'espère que la situation est encore précaire, je peux dire. C'est pas encore stabilisé. Et les gens continuent à venir. J'espère que même aujourd'hui, ce matin, presque une vingtaine de camions qui sont allés vraiment évacuer ces Bouzoum en direction de Doba. Et j'espère que ces gens seront installés à Doba. Jusqu'à là, j'espère qu'on est en train d'accueillir toujours ces retournés. Jusqu'à là. Et comment ça va se passer? Parce que là, c'est pas un endroit où ils peuvent s'installer très longtemps. Il n'y a pas les installations suffisantes. Donc si ça dure, comment vous allez faire? Et pour le moment, j'espère qu'on a lancé un appel aux partenaires, aux agences des Nations Unies, s'ils peuvent nous aider dans ce sens, peut-être de trouver un site. Et puis, les agences des Nations Unies peuvent nous aider sur les installations de tentes, de pompes, et puis peut-être des latrines. Le gouvernement tchadien peut les relocaliser quelque part. Au moins c'est à quelques kilomètres de la ville. Et puis ce site sera peut-être aménagé. Parce que là, il y en a beaucoup qui ne savent pas où aller, c'est ça le problème. Exactement. Il y a d'autres personnes que l'OIM est en train d'enregistrer. Peut-être d'ici 2 jours, ils vont envoyer des véhicules pour les relocaliser. Peut-être chacun va partir là où se trouve sa famille. À Béché, à Mtiman, à N'Djamena. Au total, depuis décembre, plus de 30 000 personnes ont été rapatriées. Pour Bernadette Koutoungaran, déléguée pour l'action sociale et la famille dans la région du Logone oriental, le gouvernement tchadien seul ne peut pas faire face. Comment faire? Ce n'est pas l'affaire du gouvernement seul. Toute l'agence des humanitaires, d'autres ONG, toute personne de bonne volonté, avec le concours de tout un chacun, justement, l'objectif c'est d'abord d'aider ceux qui ont reconnaissent leur ville ou village quelque part de regagner. D'autres qui n'ont pas le lieu ou bien se sentent dépaysés vont décider quand même de nous dire là où ils veulent aller pour qu'on puisse les aider à se placer quelque part. Parce que ce n'est pas logique ou bien ni les organismes ni l'État n'ont les moyens pour continuer à garder les gens dans un camp quelque part pendant 6 mois, 1 an. Notre souhait est que d'ici avant la saison des pluies, donc d'ici avril, il faut que les camps soient évacués pour éviter les épidémies, les moyens pour leur prise en charge et toute autre situation. Et puis, il y a aussi le problème de la sécurité qui peut se poser. C'est le commandant Ouah Rokula Rodolphe. Je suis le coordinateur du détachement pour la protection des humanitaires et des réfugiés à Gorée. Alors justement, comment ça se passe avec cet afflux de retournés tchadiens? Comment vous gérez finalement la situation? Comme le gouvernement s'est engagé à accepter tous les retournés au Tchad, nous également on s'est mêlés pour assurer leur sécurité et le déplacement des retournés de la frontière jusqu'à leur site. Et il n'y a pas de problème de sécurité particulier malgré l'afflux de milliers de personnes? Bon, ce qui est bien ici au Tchad et pratiquement dans la zone, dans le département de Miampindé et à Gorée, certes ce sont des Centrafricains qui maltraitent nos compatriotes tchadiens et ils sont revenus ici au Tchad, mais on a plus de 40 000 réfugiés centrafricains qui sont basés ici dans la zone, mais aucun Tchadien n'a osé faire la violence envers eux. Donc vous êtes en contact fréquent avec les réfugiés, qu'est-ce qu'ils en pensent? Bon, surtout avec les retournés, il n'y a pas de problème, mais surtout les réfugiés, il y a un peu de problème entre eux, les réfugiés centrafricains qui sont dans des camps, mais on essaye d'intervenir à chaque fois, de leur dire combien de fois nous les Tchadiens, quand on était réprimés, renvoyés de chez eux, on ne leur fait pas du mal, mais entre eux, ils veulent évoquer le problème qui se passe là-bas.
ils veulent transformer ça ici au Tchad, mais ça ne doit pas se passer ici. C'est malgré tout sur une note optimiste que nous quittons le centre de Gorée, avec en tête le souvenir de ceux qui conservent leur joie de vivre. Nathalie Magnin, de retour de Gorée, BBC Afrique.